Très bien, merci. Nous passons à la communication suivante. Nicolas Goltz, chirurgien et pathobio-pancréatique, donc mise au point d'un système de réalité augmentée en chirurgie hépatique sans marqueur surfacique. C'est parti. Nicolas, tu as la parole. Bonjour à tous. Est-ce que vous voyez mon écran? C'est bon, hein, c'est bon. Parfait. Donc, monsieur le modérateur, mesdames, messieurs, je suis très heureux de présenter aujourd'hui ce travail devant l'Académie de chirurgie, donc, sur la mise au point d'un système de réalité augmentée en chirurgie hépatique sans marqueur de surface. C'est un travail qui s'intègre dans le cadre plus général de ma thèse de sciences, soutenue il y a 3 mois, avec la création de modèles numériques appliqués à la chirurgie hépatique. Et bien sûr, aujourd'hui, on ne parlera que de la navigation péropératoire avec la réalité augmentée. Alors, comme vous le savez tous probablement, l'une des difficultés de la chirurgie hépatique est que le foie est un organe opaque où toute la vascularisation sanguine et biliaire nous est invisible macroscopiquement. Et c'est probablement une des raisons pour lesquelles, même dans les centres experts français, comme le montre cette étude récente, le taux de résection R1, c'est-à-dire de résection sans marge de sécurité péritumorale, est encore de l'ordre de 30%, ce qui est inacceptable dans une démarche d'optimisation de la qualité des soins. Martin, pourquoi tu l'appelles comme ça? Actuellement, on utilise l'échographie péropératoire comme outil de navigation. C'est un formidable outil qui existe depuis plusieurs dizaines d'années, mais qui ne visualise qu'en 2 dimensions et qui nécessite une reconstruction, un effort mental de la part de l'opérateur et également une expertise. Et en pratique, tous les chirurgiens ne sont pas forcément habitués à utiliser cet outil. De plus, l'échographie ne répond pas à des problématiques, par exemple des métastases disparues sous chimiothérapie, puisque par définition, on ne les voit pas, mais il peut rester des cellules tumorales en lieu et place des anciennes métastases visibles au scanner. Et donc, en raison de ces problèmes d'anatomie, des problèmes de repérage, la chirurgie hépatobiliaire reste une chirurgie difficile, même dans les centres experts. Alors, la réalité augmentée, qui consiste, comme vous le savez, à superposer une information, ici une information anatomique, sur la vision péropératoire du chirurgien, cette réalité augmentée est une réponse, est une solution pour améliorer la navigation, en particulier en neurochirurgie et en orthopédie, où les organes sont peu ou pas déformables. Mais la situation est différente en chirurgie hépatobiliaire, où actuellement il n'y a pas de réalité augmentée en routine. D'ailleurs, il n'y a pas de produit commercial disponible. Il y a quelques expériences de réalité virtuelle sans déformation, c'est-à-dire que l'on affiche dans le champ visuel du chirurgien un scanner préopératoire, par exemple, mais ce scanner n'est pas appliqué à la position, à l'anatomie du foie réel durant l'intervention, et il ne s'agit donc pas de réalité augmentée. Pour différentes raisons dont on pourra discuter si vous souhaitez, nous sommes plutôt opposés à l'utilisation du scanner ou d'un cone beam CT péropératoire pour capter la position spatiale du foie. Et donc finalement, il y a très peu actuellement de publications sur la réalité augmentée péropératoire en chirurgie hépatobiliaire. Alors, pour bien comprendre pourquoi la chirurgie hépatique est un obstacle à la réalité augmentée, je dois vous expliquer les principes généraux de la réalité augmentée. Tout d'abord, on part d'un scanner préopératoire avec une reconstruction tridimensionnelle. À partir de ce scanner, on effectue un modèle à éléments finis, un modèle qui possède des propriétés biophysiques bien spécifiques. Puis, avec une image à partir de la vision réelle durant l'intervention, on doit obtenir un nuage de points, c'est-à-dire une vision tridimensionnelle de la scène chirurgicale. Et grâce à ce nuage de points, on pourrait effectuer un recalage rigide puis élastique. Le recalage représente une transposition, une superposition de l'imagerie préopératoire à la position réelle durant la chirurgie, et donc en devant déformer les contours pour que les 2 structures se superposent correctement. Voici un exemple, en celluloscopie, où à partir de la vision péropératoire, on obtient une carte de profondeur, et de là, on doit transposer le scanner préopératoire à la position, à l'anatomie réelle péropératoire, pour faire de la réalité augmentée. Et vous voyez que toute la difficulté, ici, on ne visualise qu'un faible pourcentage de la surface du foie, qui est marqué ici en orange, et à partir de ce faible pourcentage, on doit déterminer toute la position du foie. Et sur cette planche également, on voit bien tous les éléments qui sont des freins à l'application de la réalité augmentée en chirurgie hépatobiliaire, avec un faible angle de vue, un organe qui est déformé, en particulier après transection, et aussi avec le diaphragme qui se déplace, bien sûr, en cas de respiration artificielle. Et donc, le travail que je vous propose est un travail collaboratif mené au sein de l'équipe INRIA Mimesis, dirigée par Stéphane Cotin, ici au centre.
Et on est parti initialement de la technologie finalement de la neurochirurgie et de l'orthopédie avec des marqueurs de surface positionnés sur la capsule hépatique et avec des caméras infrarouges. En fait, ces caméras infrarouges suivent le déplacement en temps réel de ces petits marqueurs de surface qui sont donc solidaires du foie. On a obtenu de très intéressantes expérimentations avec de la réalité augmentée, l'affichage en temps réel au bloc des structures internes. Bien entendu, on voit très vite les limites de cette technologie, que ce soit à cause des risques de la suture des marqueurs, le risque de décapsulation par exemple, mais aussi toute la logistique péropératoire qui était incompatible avec un usage répété en routine. Et donc, c'est pour cela qu'on a développé une technologie sans marqueur, uniquement avec une seule caméra RGBD, c'est-à-dire une caméra qui voit en couleur, mais qui voit également en profondeur grâce à des infrarouges. Et donc, avec une seule caméra de surface, on a été capable de reproduire chez plusieurs patients des essais de réalité augmentée. Vous voyez ici qu'en temps réel, le scanner préopératoire du patient se déforme, s'ajuste de façon relativement correcte à la morphologie, au contour du foie. Et si on imagine ici que les points rouges sont des tumeurs, on a donc un guidage en transparence pour aider le chirurgien. Alors bien sûr, ce n'était pas parfait. Vous voyez ici notamment qu'au niveau des contours du foie, il y a encore quelques imprécisions, mais c'était la vision, la version bêta, si vous voulez, initiale de ce projet. Bien entendu, pardon, j'avance. On ne s'est pas contenté d'effectuer des tests qualitatifs in vivo, mais aussi des tests quantitatifs ex vivo. Et donc, on a placé des petits marqueurs radio-opaques dans le foie lui-même positionné dans des déformations plus ou moins importantes, parfois majeures. Et en comparant la position des marqueurs déterminés d'après le scanner avec la position des marqueurs déterminés d'après une seule caméra RGBD située au-dessus du foie, on a pu voir que finalement, on se trompait avec une erreur moyenne de l'ordre de 8 mm. Alors, 8 mm, ce n'est pas du tout négligeable, c'est encore insuffisant, mais c'était un début avec cette technique, donc sans marqueur. Actuellement, on poursuit ces travaux avec l'INRIA, en particulier avec deux voies de recherche. D'abord, l'utilisation de réseaux de neurones qui permettent un entraînement avant la chirurgie pour essayer de simuler différentes positions, différentes déformations du foie, de façon à ce que le calcul durant l'intervention soit plus rapide. Vous voyez ici avec un facteur x 500. C'est 500 fois plus rapide de calculer les déformations grâce au réseau de neurones. Mais également, ce qui nous occupe actuellement, c'est de transposer cette technique à l'abord cystoscopique. Là, bien sûr, on ne peut pas utiliser de caméra RGBD puisqu'elles sont trop grosses pour rentrer dans un trocar. Donc, on a mis au point une technique qui est quasiment finalisée avec un endoscope 2D, un endoscope standard, comme on a tous en salle de chirurgie. Grâce à du machine learning, on a été capable d'apprendre à l'ordinateur à repérer les contours du foie, où sont les limites du foie. Et vous voyez ici, par exemple, que l'ordinateur est capable de voir, de supprimer le diaphragme, l'épiplomb, la vésicule. Et à partir de là, on obtient une carte également de profondeur uniquement avec un endoscope 2D. Et donc finalement, pour conclure, on apporte, je crois, vraiment une innovation technologique avec une nouvelle méthode originale de réalité augmentée sans marqueur. C'est la technique avec la caméra RGBD, qui est non invasive, une logistique assez légère. L'intérêt clinique, en particulier oncologique, reste bien sûr à valider sur une large cohorte. Et on doit encore améliorer la précision anatomique. C'est notamment l'intérêt des réseaux de neurones. Également, on est en train de travailler sur l'interface de visualisation, en particulier avec des masques de réalité mixte. On a une collaboration avec la startup Lynx française. Et on transpose tout ce travail à la cystoscopie. Et tout l'intérêt est donc à terme, à court terme même, d'obtenir sans aucun instrument spécifique, donc sans surcoût, une captation de la profondeur de la scène chirurgicale. Et ça sera, je pense vraiment, non pas une innovation, mais une révolution avec un élargissement du champ d'application, que ce soit en chirurgie hépatobiliaire ou dans tout autre type de chirurgie, à la fois cystoscopique ou par voie ouverte. Je vous remercie de votre attention. Bravo Nicolas, très belle présentation qui nous a vraiment transporté dans le futur de la chirurgie hépatobiliaire. Et puis j'en profite là pour féliciter toute l'équipe qui t'entoure et en particulier Eric Vibert qui te conduit sur cette voie de la chirurgie résolument moderne, de la chirurgie du futur. En t'écoutant, là, je m'interrogeais, je me disais, mais la tâche du chirurgien va devenir de plus en plus sophistiquée parce que
il va devoir non seulement savoir opérer, mais apprendre à manipuler toutes ces technologies. Est-ce que tu ne crois pas qu'on va aussi vers l'évolution de la démultiplication des gestes, des tâches, avec aujourd'hui un chirurgien, l'IBOD, il y aura peut-être demain un chirurgien, une IBOD, un technicien de bloc opératoire diplômé qui aidera à manipuler tout ça. Tu vois les choses comment? Alors, c'est vrai que actuellement, clairement, on a besoin encore d'un soutien logistique important. Là, je ne l'ai pas montré, mais pour avoir des films comme je vous ai montré, il faut clairement au moins un ingénieur ou un postdoc au bloc opératoire pour faire tourner ça. Il y a régulièrement des plantages. Donc, pour l'instant, ce n'est pas encore tout à fait au point. Mais à terme, l'objectif est d'avoir une automatisation la plus simple possible, la plus robuste. C'est pas encore pour demain, mais effectivement, il faudra peut-être inventer des nouveaux métiers ou en tout cas inviter au bloc opératoire des chercheurs, des ingénieurs pour nous aider à obtenir une technologie la plus simple et la plus transparente possible. Parce qu'évidemment, il est hors de question de demander au chirurgien qui a déjà pas mal de choses à penser durant l'intervention. Ce n'est pas au chirurgien lui-même de devoir régler des problèmes techniques et tout ça. Donc, bien sûr, il faut que ça soit facile. Et c'est également une des tâches. Là, pour l'instant, on met au point et après, on simplifiera la réalisation concrète au bloc opératoire. Très bien, on a 1 minute de retard, mais peut-être la place pour une petite question courte et une réponse courte. Moi, j'aurais aimé poser une question, Jocelyne bien sûr. Trecaz. Merci beaucoup pour votre exposé, très intéressant. Alors, j'imagine que quand même l'apport de ces systèmes, il est d'autant plus intéressant que les tumeurs sont profondes. Et dans ce cas-là, est-ce que la modélisation n'a pas à faire face à la variabilité des patients? Et question annexe, est-ce que vous envisagez d'utiliser l'échographie en complément, puisque finalement, ça vous donnerait accès à cette information qui n'est pas visible avec les caméras de surface? Alors, si jamais ça n'a pas été bien clair, c'est bien sûr des modèles patients spécifiques, puisqu'on parle du scanner du patient. Donc, Oui, mais le modèle, pardon, excusez-moi, mais les modèles éléments finis, en général, ont à faire face avec la difficulté de trouver des paramètres de rigidité biomécanique. Oui, d'accord. Donc là, une des voies pour répondre à cette question, c'est d'incorporer le fibroscanner qui aura une information préopératoire non invasive sur la rigidité de l'organe et qu'on pourra, j'espère, rapidement intégrer pour justement affiner, puisque les organes cirrhotiques sont fibreux, sont rigides, les organes, par exemple, pour les métastases, les organes sont plus souples. Donc, on va intégrer le fibroscanner à cela. Et pour ce qui est de la seconde question, l'échographie, ce qu'on a prévu, ce qu'on envisage en tout cas à court terme, c'est d'utiliser l'échographie pour valider nos modèles. Parce que c'est compliqué de faire les expériences ex vivo au scanner d'un point de vue éthique, logistique. Et donc, on va essayer de confirmer nos simulations in vivo avec l'échographie pour vérifier si nos représentations en profondeur sont bien véridiques, sont bien réalistes par rapport, puisque tout cela, bien sûr, nos modèles internes sont modélisés, excusez-moi, c'est pas très joli comme phrase, mais à partir de la surface du foie, on en déduit la structure interne. Donc, il faut évidemment qu'on s'assure de la véracité de nos modèles et l'échographie est un moyen pour vérifier si on a raison ou si on n'est pas très précis. Très bien, Très bien, merci. je vous remercie. Merci beaucoup, Nicolas.